Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment clé pour pas mal d'entreprises. Comment on sait si investir dans un robot, ça va vraiment être rentable? On va explorer ensemble des extraits d'un cours pour décortiquer un peu comment on monte un dossier financier solide. Un bon business case, quoi, pour un projet robotique. Alors, notre base, ce sont des morceaux choisis d'un document à un PDF, cours 3 robot, qui explique justement comment calculer ce fameux retour sur investissement, le ROI, pour la robotique. L'idée ici, c'est vraiment d'extraire le cœur du sujet. Comment on chiffre les coûts, mais sans rien oublier, comment on mesure les gains, même ceux qui sont un peu moins évidents, hein, et puis quels chiffres, quels indicateurs on met en avant pour convaincre la direction. Parce que le but, on le voit dans les sources, c'est souvent un ROI en moins d'un an. Ou alors un payback, le temps de récupérer l'argent investi, sous 18 mois. C'est un vrai défi. Bon, alors, par où on attaque? Le document part de plusieurs indicateurs financiers. Les plus connus, c'est le ROI en pourcentage et le payback en années. Simple, direct. Mais apparemment, pour les comités d'investissement, il faut creuser un peu plus. On parle de valeur actuelle nette, VAN ou NPV en anglais, de taux de rendement interne, TRI ou IRR, et même d'indice de profitabilité, le PI. Ah, et j'oubliais une mesure pour l'opérationnel. Le taux de rendement synthétique, TRS ou OEE. Mais pourquoi aller chercher si compliqué? C'est super intuitif, c'est leur force. Mais leur limite, c'est qu'ils considèrent qu'un euro gagné dans 3 ans vaut la même chose qu'un euro aujourd'hui. Ce qui est faux, bien sûr. L'argent, il a une valeur dans le temps. Il y a l'inflation, le coût d'opportunité. C'est là que la vanne et le TRI entrent en jeu. Eux, ils actualisent les flux de trésorerie futurs. Ils utilisent pour ça un taux, le WACC, le coût moyen pondéré du capital, qui représente en gros le coût de financement de l'entreprise. En général, ce WACC, il est entre 8 et 12%. Une VN positive, ça veut dire que le projet crée de la valeur au-delà de ce coût, et un TRI supérieur à un certain seuil, le cours suggère souvent de viser plus de 20%, ça montre un rendement élevé. Du coup, c'est une approche beaucoup plus rigoureuse, indispensable pour les gros investissements stratégiques. Les règles qu'on voit souvent, c'est OK, ROI 12 mois, payback 18 mois, oui, mais surtout IRR 20% et NPV 0. D'accord, je vois. Des indicateurs plus pointus pour une décision plus sûre. Mais bon, pour calculer tout ça, il faut des chiffres fiables. Et on commence par les coûts. Et là, le document insiste bien, attention, on oublie souvent des choses. Pour l'investissement de départ, le CAPEX, bon, il y a le robot, évidemment, son contrôleur, les capteurs, mais il y a aussi le préhenseur, l'outil au bout du bras. Ça peut varier pas mal en prix. Et puis, toute l'infra de sécurité, les barrières, les scanners, et surtout, un gros morceau souvent, c'est l'intégration, l'installation, la programmation, les tests FAT, SAT. Ça peut vite grimper. Sans oublier la formation, et puis les adaptations sur la ligne de production. L'exemple qu'il donne là, pour un Kobo d'assemblage, ça arrive à 6500 euros. Ça donne une idée, quoi, pour un projet assez simple. Exactement. Et là où il faut être hyper vigilant, ce sont les coûts que le document appelle cachés. Pas cachés parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'on a tendance à les sous-estimer. Le premier, c'est le temps interne. Le temps passé par les équipes projet, les méthodes, l'IT, la qualité, ça chiffre vite en centaines d'heures. Ensuite, il y a la réorganisation, que ce soit physique ou dans les process, faut y penser. Puis, la phase de démarrage, la mise au point. Au début, la production est forcément moins efficace, c'est normal, mais ça a un coût. Autre point crucial, la conduite du changement. Former, communiquer, accompagner les équipes. C'est pas juste technique, c'est humain. Et puis, l'intégration IT. Connecter le robot au système de l'usine, l'ERP, l'EMS, faut penser réseau et de plus en plus cybersécurité. Enfin, il y a la conformité, les assurances. Le conseil très pragmatique des notes, c'est de toujours prévoir une ligne réserve pour risques imprévus, genre 5 à 10% du CAPEX total. C'est une bonne pratique. Oui, une marge de sécurité, quoi. Logique. Bon, après le gros investissement initial, il y a les dépenses qui reviennent tous les ans. L'OPEX. Là, le document donne quelques ordres de grandeur. La maintenance, souvent estimée entre 3 et 7% du coût du robot, par an. L'énergie aussi, ça consomme. Les consommables, typiquement les pièces d'usure du préhenseur. Parfois des licences logicielles, des abos au cloud. Et puis le support technique. Pour l'exemple du Kobo, l'OPEX annuel est chiffré autour de 4 570 euros. C'est pas énorme, mais il faut le compter sur toute la durée de vie. Bon,
Ok, on a bien parlé dépenses. Maintenant, passons à ce qui fait rêver, les bénéfices. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le gain qu'on met le plus souvent en avant, c'est les économies de main-d'œuvre. Le calcul proposé, c'est simple. Nombre de postes évités ou réaffectés fois leur coût chargé annuel. L'exemple arrive à 112 500 € par an. Mais attention, il ne faut pas voir ça que comme une réduction de coûts. Surtout aujourd'hui, avec la difficulté à recruter. Le robot, c'est aussi une façon d'assurer la continuité de l'activité, de maintenir la capacité de production. Tout à fait. Et le document met le doigt sur un point essentiel. Le vrai turbo financier, souvent, c'est l'augmentation de la productivité et donc de la capacité de production. Si le robot va plus vite ou travaille plus longtemps ou les deux, on augmente la cadence. Le gain, alors c'est cette cadence en plus, multipliée par la valeur ajoutée de chaque pièce et par le volume annuel. Et l'exemple chiffré, là, il est assez bluffant. 213 333 € par an. C'est potentiellement énorme. Si le marché peut absorber cette production en plus, ce gain de capacité, ça devient direct du chiffre d'affaires additionnel, et donc de la marge. Là, la robotique, c'est plus juste de l'optimisation, c'est un levier de croissance. Ah oui, vu comme ça. Un autre levier important, c'est la qualité. Un robot, c'est répétable, c'est précis. Donc moins d'erreurs, moins de rebuts, moins de retouches. L'exemple chiffre ce gain à 26 400 € par an, juste sur la baisse du taux de défaut. Mais il faut penser aussi au coût caché de la non-qualité, non? Moins de retours clients, meilleure image. Exactement. Moins de litiges, une réputation qui s'améliore. C'est plus difficile à chiffrer directement, mais ça a une vraie valeur. Et l'humain dans tout ça. Le document en parle aussi. Automatiser les tâches pénibles ou dangereuses, ça réduit les accidents du travail. Et ça coûte cher en accident. On parle aussi de la baisse des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, qui causent beaucoup d'absentéisme. Améliorer les conditions de travail, ça doit jouer sur l'ambiance générale, même si c'est dur de mettre un chiffre dessus. Oui, et ces aspects qualitatifs sont de plus en plus pris en compte. Un meilleur climat social, ça a une valeur, même indirecte. D'autres bénéfices sont listés aussi. Plus de flexibilité, réduire les délais de production, le lead time, pouvoir accepter des commandes urgentes, gérer plus de variants de produits. Et même des trucs comme réduire les stocks d'encours ou optimiser la place au sol dans l'usine. Ça compte aussi. Alors, un conseil méthodologique qui ressort bien des notes. Soyez conservateur sur les gains la première année, vraiment. Il y a toujours une courbe d'apprentissage, une montée en puissance, le ramp-up. C'est plus réaliste de viser, mettons, 70 ou 80% des gains théoriques la première année, pour atteindre les 100% les années suivantes. Vaut mieux une bonne surprise qu'une mauvaise, quoi. Ok, sage conseil. On a les coûts, avec la réserve, hein. On a les bénéfices, estimés prudemment. Comment on met tout ça en musique? Le cours propose deux approches de modèle. D'abord un modèle express, pour un premier avis, un go-no-go, souvent pour un projet pilote. On prend le CAPEX total, on estime les bénéfices annuels nets, c'est les gains moins l'OPEX, et hop, on calcule le ROI simple et le payback. C'est rapide, ça donne une première idée. Et puis il y a le modèle comité d'investissement. Là, c'est plus costaud. On se projette sur 5, voire 7 ans. On intègre l'amortissement comptable. On utilise le fameux WACC pour actualiser les flux. On fait des scénarios, pessimistes, réalistes, optimistes. Et là, on calcule la vanne et le TRI. C'est ce dossier-là, bien ficelé, avec les hypothèses claires qu'il faut pour convaincre la direction financière. Et pour que ce soit bien concret, le document reprend l'exemple du Kobo. On rappelle les chiffres, CAPX 60 500 €. OPX, 4 750 € an. Les bénéfices annuels retenus dans l'exemple, et c'est prudent, ils n'ont pas compté le gain de productivité ici, c'était main-d'œuvre 112 500 €, qualité 26 400 € et turnover évité 10 000 €. Ça fait 148 900 € au total. Du coup, le bénéfice net annuel, c'est 148 900 moins l'OPX de 4 750, ça nous fait 144 150. Alors, avec ça, le calcul express, il est vite fait. Le payback, c'est CAPX divisé par bénéfice net annuel, 60 500, 144 150. Ça fait 0,42 ans, donc un peu plus de 5 mois. C'est hyper rapide. Le ROI simple de la première année, bénéfice net CAPEX, il est forcément très élevé aussi. Là, les chiffres sont vraiment parlants pour ce cas précis. 5 mois! Ah oui, c'est impressionnant. Et c'est là que l'analyse de sensibilité est utile pour voir si c'est solide. Le scénario optimiste, c'est ces 5 mois. Mais même en mode réaliste, avec seulement 80% des gains la première année, le payback passe à 7 mois. Ça reste excellent.
Et le pire cas, le scénario pessimiste, 60% des gains 1 et un OPEX qui augmente de 20%. Eh ben, le payback monte à 13 mois. Donc la conclusion de l'exemple, c'est que même dans le cas défavorable, le projet est viable, largement dans les clous du payback, 18 mois. Ça rassure pour prendre la décision. Une alternative à l'achat est aussi discutée, la robotique as a service, le ARAS. Là, c'est plus la même logique financière. Fini le gros capex au début. On paye un loyer mensuel qui couvre tout. Le matériel, la maintenance, les mises à jour. C'est un modèle 100% OPEX, en gros. Oui, c'est ça. Le RAS, ça permet de transférer le risque obsolescence, maintenance aux fournisseurs. Le document donne un petit comparatif sur 3 ans. Un robot acheté avec sa maintenance, etc., le coût total de possession, ça reviendrait à environ 49 000 euros. Le même service en RAS, avec un abonnement, coûterait autour de 43 200 euros sur 3 ans. Donc dans cet exemple, c'est même moins cher. Mais au-delà du coût, le RAS amène de la flexibilité. On peut ajuster le contrat plus facilement et parfois ça permet d'aller plus vite au démarrage. C'est une option intéressante pour les boîtes qui n'ont pas forcément l'équipe interne pour gérer des robots ou qui veulent tester sans un gros investissement initial. Le choix dépend vraiment de la stratégie de chacun. Un point sur lequel le document tape vraiment sur le clou, et ça semble essentiel, mesurer avant et après. C'est logique, mais sans chiffre fiable sur la situation de départ, la fameuse baseline, comment on prouve qu'on a gagné quelque chose? Faut donc mesurer précisément avant le projet. Temps de cycle, cadence, taux de défaut, nombre d'incidents, d'accidents, de TMS, le nombre de personnes ETP, les délais, les encours. Absolument. Il faut une photo nette de l'avant. Et après le déploiement, il faut suivre exactement les mêmes indicateurs avec les mêmes méthodes. C'est la seule façon d'être objectif sur les résultats et de valider le business case a posteriori. Le suivi du TRS, l'OE, est super important. L'objectif, c'est souvent de gagner 10, 15, voire 25 points et analyser pourquoi le robot s'arrête pour améliorer sa disponibilité. Oui, cette rigueur dans la mesure est la fondamentale. Et elle est liée aussi à la gestion des risques, un autre point clé du dossier. Le document liste les suspects habituels, l'intégration avec les systèmes IT et OT de l'usine. C'est souvent plus compliqué qu'on croit. La conduite du changement, l'acceptation par les équipes, c'est jamais gagné d'avance. La sécurité des personnes, la conformité aux normes, la dispo des pièces détachées, la cybersécurité, on en parle de plus en plus, ou le risque d'être dépendant d'un seul fournisseur. L'idée, c'est pas de faire peur avec cette liste. C'est de montrer qu'on a identifié les risques, qu'on a un plan pour les gérer et qu'on a même peut-être mis un peu d'argent de côté pour ça. Une matrice de risque en annexe, ça rend le dossier plus crédible. Pour montrer que ça marche un peu partout, le cours donne quelques exemples par secteur. Et on voit que les ROI rapides, souvent entre 6 et 15 mois, on les trouve dans plein de domaines. L'électronique pour l'assemblage fin, l'agro pour la palettisation, la pharma malgré toutes les contraintes de validation, la logistique avec les robots mobiles, l'usinage pour charger les machines et même l'imprimerie. Ça a l'air assez adaptable comme technologie. Tout à fait. Et pour les projets plus gros, ou pour vraiment blinder un dossier face à des financiers pointilleux, le document évoque des outils d'analyse un peu plus poussés. Le Tornado Chart, par exemple. Ça permet de voir quelles hypothèses de calcul, la cadence, le taux de défaut, le coût matière, etc., ont le plus d'impact sur le résultat final, comme la vanne. Ça aide à savoir où il faut être le plus précis possible. Une autre technique, c'est la simulation Monte-Carlo. Là, on fait tourner des milliers de scénarios en faisant varier les hypothèses dans des fourchettes plausibles. Le résultat, c'est une probabilité de succès, genre il y a 86% de chances que la vanne soit positive. Ça quantifie l'incertitude. D'accord, ça c'est pour les analyses poussées. Quelques points financiers annexes sont aussi notés vite fait. Pensez à l'impact fiscal de l'amortissement du robot. Intégrer les subventions s'il y en a, ça réduit le coût net. Vérifiez le traitement comptable du RAS. Souvent, c'est de l'OPEX pur, mais attention à la norme IFRS 16 pour le leasing. Et surtout, faire valider le taux d'actualisation, le WACC, par la direction financière. Eux, ils savent. Et enfin, un point qui va au-delà du calcul pur, mais qui est essentiel pour réussir sur de long terme, la gouvernance du projet et la conduite du changement. Avoir un sponsor fort en interne, une équipe projet dédiée avec des gens de différents métiers, mettre en place des rituels de suivi clairs. C'est clé pour que le premier projet marche, bien sûr, mais c'est surtout indispensable si on veut ensuite déployer la robotique à plus grande échelle de manière efficace.
Le cours parle de standardiser les solutions robotiques, de capitaliser les leçons apprises dans un playbook interne. C'est ça qui fait passer d'un projet isolé à une vraie stratégie d'automatisation. D'ailleurs, il mentionne des outils pratiques dans les extraits, comme une feuille de calcul type pour le ROI Express, des checklists pour être sûr de n'oublier ni les coûts cachés, ni les bénéfices potentiels, et même un modèle de pitch en une page, pour résumer le projet de façon percutante. Ça, c'est utile pour la com interne. Bon, si on essaie de résumer l'approche qui ressort de tout ça, pour se lancer dans la robotique, l'idée c'est plutôt de viser un projet ciblé avec un retour sur investissement rapide et facile à démontrer. Même en étant prudent sur les gains au début, viser moins de 12-18 mois de payback. La clé absolue, mesurer, 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 avant et après. Il faut aussi bien anticiper et gérer les risques, surtout l'intégration technique et l'accompagnement humain. Et penser dès le départ à comment on pourrait réutiliser, standardiser pour faciliter les projets suivants. Le message à faire passer à la direction, ce n'est pas juste un gadget technologique, c'est un investissement stratégique pour la capacité, la qualité, la compétitivité, avec un retour rapide et une vision pour l'avenir. Exactement. Et peut-être pour laisser une dernière petite question en suspens, au-delà de la rigueur du premier calcul financier, qui est indispensable, c'est quoi la valeur stratégique à long terme de se lancer dans l'automatisation? Comment ce premier pas, qu'on justifie par un ROI rapide, peut ouvrir la porte à des transformations plus profondes? On peut imaginer une entreprise plus agile, qui réagit plus vite, plus innovante aussi, et peut-être même plus attractive pour les talents qui cherchent des environnements de travail modernes, non? C'est peut-être là la vraie création de valeur, bien au-delà du premier calcul de rentabilité.